Booktube, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. On se retrouve pour une nouvelle Dark Romance, There Are No Saints, de Sophie Lark des éditions Contredire. Donc c'est le tome 1 de la duologie. Alors, au départ, dès le début du livre, on a Cole qui est présenté comme un artiste fortuné. Il est riche depuis qu'il est tout petit parce que son père, il a réussi à faire fortune et il est mort quand Cole était assez jeune, donc il a hérité de la fortune du paternel assez jeune quand même. Il a réussi à s'en sortir financièrement. C'est un artiste de renom qui est reconnu par énormément de critiques. Il a un nom dans le milieu et tout le monde sait qu'il pèse un bon poids, quoi. Quand Cole dit quelque chose, c'est quelque chose. Et il a un meilleur pote, enfin, si je peux appeler ça meilleur pote. C'est une version tordue un peu de l'amitié. Parce qu'il faut savoir que Cole et son meilleur pote, ce sont des serial killers. Voilà. Et les deux, au fait, dans le livre, on nous explique bien qu'ils se sont reconnus. L'un a reconnu le côté obscur de l'autre et ils ont tous les deux su qu'ils avaient ce truc en commun. Vous voyez, genre ôter la vie des gens. Et ils en ont jamais vraiment genre parlé comme ça, mais il sait Cole que son meilleur pote, c'est lui le serial killer que toute la police cherche parce qu'il tue genre de manière répétée à peu près tous les mois ou un truc comme ça. Il choisit une fille et il la laisse démembrer. Donc il a un mode opératoire bien précis que Cole le connaît. Genre, dès qu'il voit la photo dans le journal de la jeune fille morte, il sait que ben, c'est lui. Et Cole, non. Cole, c'est pas le genre qui tue sans raison. Il a toujours une raison précise. Par exemple, au début du livre, je me rappelle qu'il y avait un critique qui a clairement saboté Cole alors que son travail méritait le prix qu'il n'a pas reçu, je crois. Du coup, sur le coup, il a rien fait. Il s'est dit, bon, il m'aime pas, c'est pas grave. Mais je crois qu'il en a remis une couche et qu'il a vu un article où il disait des trucs clairement qui n'étaient pas vrais sur le travail de Cole. Parce que tout le monde sait que le mec, il est maniaque hein, sur les bords. Chez lui, genre, tu trouveras jamais un gramme de poussière ou un tiroir qui est pas fermé, une chaussette en dehors du placard. Non, tout est clean. C'est vraiment un monsieur Monk. Voilà. C'est la personne la plus propre sur elle, la plus carrée que tu pourras trouver. Et quand il voit que ce critique essaie clairement de le saboter parce qu'il ne l'aime pas personnellement, eh ben Cole y perd un peu son sang-froid et il décide d'aller le buter. Et c'est vraiment ça le problème de Cole. C'est que quand les gens l'énervent, il s'en débarrasse. Mais c'est pas un truc récurrent comme son pote une fois par mois ou une fois par semaine, non. C'est vraiment quand il est poussé à l'acte. Bon, vous me direz, rien ne devrait jamais pousser à ça. Oui, vous avez totalement raison. Mais dans la fiction la plus pure, je peux comprendre. D'accord? On est dans la fiction. Ce n'est pas réel, ok? Du coup, alors maintenant Cole, il est au début du livre à un vernissage, le vernissage de son pote, la serial killer, et il tombe sur une fille. Son œil est attiré par elle. Elle est en train de manger au buffet et il voit qu'elle n'est pas très propre sur elle. Donc au début, ça le dégoûte. Il est vraiment écœuré par elle. Il la trouve dégueulasse. Et il y a une personne qui fait renverser son vin sur la robe de cette jeune fille. Et la jeune fille, elle disparaît dans les toilettes. Alors lui, il se dit, avec l'humiliation, elle a dû passer par la porte de derrière et elle s'est barrée. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Cette fille-là, elle s'appelle Mara. Et elle revient dans la pièce quelques minutes plus tard. Elle a sa robe toujours sur elle. Mais au lieu de d'avoir gâché sa soirée pour une tache de vin, elle a pris plus de vin et elle a transformé sa robe en un truc que je vais vous mettre ici parce que je me rappelle plus du nom du vêtement. Mais en tout cas, elle l'a tapé dans l'œil de Cole grâce à ça. Et quand il a vu l'originalité du truc, genre n'importe qui d'autre, moi perso, je me serais barrée si j'avais eu ma robe tachée de vin, mais elle non, ça se voit qu'elle a l'âme artistique et qu'elle a tout de suite trouvé une solution et elle a continué de manger au buffet tout à fait normalement. Mais ça y est, il l'avait déjà remarqué, vous voyez.
Et vu qu'il l'a remarqué, son autre pote, là, le malade mental, il a aussi remarqué que avait vu cette fille. Et vu que c'est extrêmement rare pour Cole d'avoir, je peux dire ça comme ça, un crush, parce que c'est vraiment Cole, le personnage qui ne ressent rien. Niveau émotion, il n'y a rien du tout. C'est un trou noir, le mec. Il ressent rien, il rit à peine, genre c'est pas le mec que tu vas voir sourire, non, c'est the grumpiest person in the room. Voilà, la personne la plus grincheuse dans la pièce en français, ce sera lui. Et du coup, pour son pote, là, comment ça, t'es attiré par cette fille? Bien sûr, Cole, il donne pas d'importance et il se dit, bon, je vais laisser couler, parce que sinon, je sais qu'il va s'en prendre à elle, donc il donne pas plus d'importance à Mara. Il finit par partir parce que, comme je vous l'ai dit, il n'a pas gagné le prix qu'il était censé gagner et tout. Donc il rentre chez lui. Et il sculpte toute la nuit et tout, et il travaille. Le lendemain, il se passe le truc avec le critique. Mais il faut savoir que le pote de Cole, quand il a remarqué ce qui s'est passé avec Mara, il s'est pas arrêté là. Il a décidé d'intervenir. Vu qu'il est rentré avec la pote de Mara et qu'ils ont eu un rapport, il sait où elle habite et il connaît à peu près ses habitudes. Donc il décide une prochaine fois où ils ont vu Mara de kidnapper cette pauvre fille et de la balancer dans la forêt qui est à côté de la maison de Cole. Et vu que lui, il a une espèce de, je vais pas dire chambre secrète, mais si c'est à peu près ça, c'est une espèce de puits ou un truc comme ça, une grotte où il balance les cadavres de ses victimes. Et vu que personne n'est au courant que cette pièce existe, c'est à peu près safe pour lui. Et vu qu'il vient de se débarrasser du critique là, il revient il revient de cette place-là à chez lui et il voit Mara qui est à moitié nue dans une tenue dans une tenue très prostituée, si je peux dire ça comme ça. Il la voit et il comprend rien. En fait, le pote complètement psychopathe de Cole a décidé de la laisser en tant que cadeau à son meilleur pote et de se barrer en le laissant finir le travail. Sauf que Cole, fidèle à lui-même, il regarde Mara, elle le voit et il décide de s'en aller et de la laisser crever dans la forêt. Oui, oui, mesdames et messieurs, il la laisse crever dans la forêt. Du coup, elle, quand elle le voit, vous vous doutez bien, elle vient d'être kidnappée, limite pour qu'il la VIOL et ensuite qu'il la bute. C'était ça le truc de son pote. C'est dégueulasse. Alors qu'il n'a rien fait de tout ça. Il l'a juste laissé et il s'est barré. Du coup, elle comprend pas. Pour elle, il allait l'aider. Maintenant, comment elle va s'en sortir? La pauvre, elle se retrouve livrée à elle-même. Elle écorche ses poignets pour se libérer des menottes. Elle se bat tant bien que mal pour survivre. Et il faut savoir un truc sur Mara, c'est que son enfance à elle, elle a été pourrie à cause de sa mère complètement toxique et psychopathe. Je vais entrer en détail plus tard sur ça. Mais en gros, à ce moment-là, on voit bien ce qui se passe dans la tête de Mara. Elle se dit, j'ai pas vécu toutes ces horreurs dans mon enfance, j'ai pas survécu à tout ça pour mourir maintenant. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se bat et elle se dit, même si je suis en train de me vider de mon sang, je dois combattre, je dois trouver une voiture, je dois survivre. Et c'est ce qu'elle fait. Elle Du coup, elle rampe, littéralement, elle rampe au sol, elle se met sur ses pieds tant bien que mal et elle essaye de trouver de l'aide. Dieu merci, elle arrive à une autoroute où une voiture la voit et du coup, elle est sauvée. Alléluia. Elle reprend sa vie quotidienne comme si de rien n'était. Elle a porté plainte à la police, mais bien sûr, les policiers des États-Unis, fidèles à eux-mêmes, ils n'ont pas cru un mot de ce qu'elle disait. Pour eux, c'était même pas la peine de prendre cette plainte parce qu'elle n'a pas vu son agresseur, elle ne sait pas qui c'est. Même Cole, elle savait pas qui il était. Elle le connaît de nom parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un artiste de renom, mais elle a jamais vu son visage et elle se dit bon, bref, ça s'est passé. Elle en fait encore des cauchemars, mais elle se dit, je vais laisser ça derrière moi parce que un traumatisme de plus, c'est pas ce dont elle a besoin. Elle doit se concentrer sur sa carrière. Elle doit percer en tant qu'artiste parce que sinon toutes ces années de souffrance et tout ce qu'elle a vécu comme traumatisme dans son enfance n'aura servi à rien.
Et c'est là que je vais reprendre le sujet de la mère de Mara, parce que là, je vais parler de Mara en profondeur. Mara, c'est une jeune fille, c'est une vraie battante. Elle n'a pas eu la vie facile depuis qu'elle est toute petite. La mère de Mara, c'est une personne très toxique. Et depuis l'enfance, il n'y a que elle et Mara parce que le père, elle ne sait pas qui c'est au fait. Elle a demandé à sa mère des centaines de fois. Elle a toujours refusé de lui dire qui était son père. Et le pire dans l'histoire, c'est que depuis petite, elle a ramené un mec qui est dégueulasse avec Mara et qui n'abusait pas d'elle, il abusait d'elle verbalement. Vous voyez, limite, c'était. Il l'insultait, il l'a frappé. Bref, c'était. Elle a un beau-père de merde. Un truc vraiment dégueulasse à propos de la mère de Mara, c'est qu'elle a limite essayé de vendre sa fille à ce mec parce qu'elle était plus fraîche. Bref, la mère de Mara, c'est vraiment un personnage qu'on déteste du début à la fin. Il n'y a rien à rattraper à ce niveau-là. Et elle, franchement, avec tout ce qu'elle a vécu, à 18 ans, elle se barre de sa baraque, je crois même plus jeune, et elle va dans cette ville, je me souviens plus du nom de la ville, je vous la mettrai là, pour se sauver elle-même, quoi, devenir l'artiste qu'elle a toujours voulu être, parce que dans sa ville natale, déjà, c'était pas une option parce qu'il y avait sa mère, mais en plus, elle avait besoin d'être dans une ville où personne pouvait la trouver et d'être très 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 loin de tout ce qu'elle avait vécu. Et même parce que même à l'école, elle a vécu du harcèlement, elle était toujours la personne qu'on n'aimait pas. Vous voyez, la personne de qui on parle mal, qui n'a jamais vraiment eu personne sur qui s'épauler. Elle a toujours été toute seule. Et c'est dans ce contexte-là que Mara va limite reprendre sa vie. C'est ça le topo de Mara. C'est une femme forte qui a décidé de laisser ses traumas derrière elle, de passer à autre chose, de finir son travail, parce que bien sûr, à côté, pour payer son loyer, elle est serveuse. Donc elle retourne au restaurant, elle travaille le matin, elle sert ses mimosas. En mode chill, elle décide de laisser tout ça derrière elle. Sauf que Cole la repère et quand il la voit, il est en mode comment est-ce qu'elle a survécu? Le mec il se demande ça en premier, comment est-ce qu'elle a pu, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, dès qu'il voit qu'elle a survécu, le mec s'allume le mode stalker chez lui. Ça y est, il est pas amoureux d'elle, il est obsédé par elle. Et c'est là toute la nuance. Ça devient un Zayd Midos, mais pas en mode il est derrière sa porte tous les soirs et elle le sait. Non, lui, il la stalk dans la maison en face de chez elle avec un télescope. Voilà. Il est là, mais elle sait pas qu'il est là. Contrairement à Zayd Midos qui était là et qui voulait qu'elle sache et qui sache que ben il était là. Adeline, elle devait savoir qu'il est en bas. Là, non. Là, il l'espionne matin, midi et soir. Il connaît le programme de Mara par cœur et il y va pas de main morte. Le problème de Mara maintenant, c'est qu'elle a plus de studio où travailler parce que je crois qu'elle travaillait depuis chez elle, mais il y a eu un petit quiproquo, donc maintenant elle se retrouve son studio pour bosser. L'aubaine du siècle lui tombe dessus. Il y a les trucs de Cole, là, des bâtiments, qui l'appellent et qui lui disent Mademoiselle, on a reçu votre candidature. Venez parce qu'on a une offre à un prix vraiment dérisoire pour les jeunes artistes comme vous. Parce que Cole, à côté, il aide des artistes à se développer. Et bien sûr, Mara n'a jamais postulé pour être dans les locaux de Cole. Mais lui, dès qu'il a vu qu'elle cherchait un loco pour dessiner, il a saisi l'occasion au vol et il s'est dit, c'est l'occasion pour moi de la voir. De genre, parce que jusqu'à présent, il la voyait, mais elle ne savait pas qu'il était là en train d'espionner. Et là, il va sortir de l'ombre vers la lumière, qui est Mara. Et du coup, elle accepte parce que franchement, c'est des conditions incroyables. Genre, limite, le studio, il est plus vaste que son appartement. Bref, il y a tout ce dont elle a besoin pour développer son art. Elle va plus galérer à trouver un studio avec un prix très très raisonnable pour les jeunes artistes. Du coup, elle le prend. Le problème aussi, c'est qu'il y a plein de caméras dans ce studio. Donc, Cole est au courant des moindres faits et gestes de Mara limite jusqu'à sa respiration. Et il l'espionne H24. Et le jour où il rencontre Mara, elle reconnaît tout de suite
que c'est lui, parce qu'il vient avec d'autres personnes pour une espèce de concours ou je sais pas quoi, et Mara, elle y participe parce que ça fait un moment qu'elle a commencé à peindre des toiles assez sombres, et quand elle le voit, puisqu'il fait partie du jury, elle le reconnaît tout de suite. Elle descend et elle essaie d'avoir des explications, mais lui, il reste très très vague. Et c'est là que va commencer l'histoire de Mara et Cole, parce que maintenant elle sait qui il est. Et il sait qu'elle sait enfin qui il est, parce que c'est ce qu'il attendait depuis le début, en mode enfin être avec elle. Et le début de l'histoire commence. On va avoir l'attirance de Mara vers Cole et Cole vers Mara. Je pense que ça s'est déjà passé au moment où il a vu qu'elle avait survécu. Et là, ça sera vraiment la consécration. Genre, ils vont avoir une histoire, mais une histoire lente. Si vous pensez que ça sera rapide, c'est pas le cas. C'est un slow burn, mais c'est un slow burn qui te tient en haleine, en mode de Mara. C'est pas quelqu'un. Je vous ai dit, c'est pas une chochotte. C'est une femme forte qui provoque Cole sur tous les aspects de sa vie. Et au moment où elle va réaliser qu'elle est importante pour lui, elle va le rendre dingue. Et c'est ce que j'ai grave kiffé avec Mara. Parce que c'est pas le genre à tu me veux mais tu me jettes comme si j'étais du papier toilette. Eh ben, tu vas voir. Un espèce de vernissage, c'est ce qui s'est passé avec lui. Du coup, elle a pris un mec. Le premier qu'elle a trouvé. Et comme je vous ai dit qu'il y avait des caméras dans le studio de Mara, elle l'a ramené dans son studio. Et ils ont fait leur affaire devant les caméras. Mais limite, elle l'a fait exprès juste pour énerver Cole. Et ça a marché du tonnerre parce que lui, après ça, il a pété les plombs et il a décidé de mettre carte sur table. Et ensuite, il a commencé à être plus présent dans la vie de Mara. Il était là à peu près tous les jours pour l'aider à développer son art. Enfin, c'est ce qu'elle fait H24, hein. Ça n'a pas changé. Mais là, il y a le côté de Mara qui commence à se développer un petit peu plus. Parce que lui, on sait dès le début que c'est un psychopathe. Elle, non. Elle a ce côté sombre qu'il va exploiter de plus en plus jusqu'à finir par, vous vous doutez bien, avoir une romance avec Mara et finir avec Mara. Pour ceux qui veulent pas se faire spoiler la fin du tome 1, je vous mets le timecode ici pour savoir mon avis sur le livre. On continue pour ceux qui ne formalisent pas des spoils. Alors, après, à la fin du bouquin, on va apprendre que Cole, en fait, il a décidé de tuer Mara parce que pour lui, c'est une espèce de nuisance dont il doit se débarrasser. Sauf que quand elle débarque chez lui, parce qu'il a décidé, comme je vous l'ai dit, de l'aider avec son art, c'est pas vraiment ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont un rapport physique et que ça y est, à peu près ça, il peut plus la lâcher. Il veut plus la lâcher, au fait. Et à chaque fois qu'elle fait un pas, limite, elle va travailler au restaurant, il est assis à côté, il la regarde. Et il attend qu'elle finisse son service pour qu'ils rentrent ensemble. En vrai, ça pourrait presque être mignon si c'était pas un taré. Et du coup, de fil en aiguille, c'est le tome où Mara et Cole vont apprendre à se connaître, vont apprendre à laisser tomber les barrières. Et c'est là où Cole va voir que Mara, elle est aussi tarée que lui. Il va lui révéler tous ses traumatismes, elle aussi, petit à petit. Et voilà quoi, il va l'aider à se faire un nom dans le monde de l'art. Et grâce à lui, Mara va enfin être reconnue comme artiste alors que avant c'était une nobody. Et maintenant, genre, il file le parfait amour. À la Bonnie and Clyde, non. Mais c'est, je sais pas, un couple de très particulier, quoi. Et le pote dont je vous avais parlé au début, si vous vous souvenez de Cole, il a remarqué que les choses ont évolué entre Cole et Mara parce que limite il a organisé une exposition pour elle. Elle vit dans ses studios. C'était impossible à rater pour lui. Ça y est, il l'embrasse en public, il lui tient la main. Genre ça y est, tout le monde sait qu'ils sont ensemble. Et quand le meilleur pote réalise que non seulement Mara est en vie, qu'il Cole l'a pas tuée, mais que en plus il fait tout ce qu'il peut pour qu'elle devienne une artiste, il comprend qu'elle est importante pour lui. Et attention, il y a toujours eu un énorme problème entre Cole et son meilleur pote, un problème d'ego. Parce que son meilleur pote, clairement, il est moins doué que Cole. Enfin, c'est ce que j'ai lu dans le bouquin. Mais bref,
On comprend que Cole, il est plus reconnu que son meilleur pote ne le sera jamais parce que l'arc de Cole, il est unique, alors que son meilleur pote, il a énormément de talent, mais c'est pas Cole, quoi. Lui, maintenant, il veut se venger parce que Cole, il le traite carrément comme de la merde et Mara, c'est limite l'outil de vengeance parfait. Du coup, il fait un truc dégueulasse. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il était rentré avec une des potes de Mara. Et Mara, elle vit toujours en colocation avec plusieurs personnes. Il décide de assassiner sa meilleure pote, qu'elle aimait beaucoup, Mara. Et quand Cole apprend ça, il va prendre Mara et elle va emménager chez lui. Et voilà quoi, ça c'est la fin du tome 1. On nous laisse avec Mara qui emménage chez Cole et avec un danger potentiel qui est le meilleur, l'ex-pote de Cole à ce stade qui veut la peau de Mara pour se venger de Cole. Juste une question d'ego, parce que Cole en vrai, il lui a rien fait de vraiment moche en fait. Il est rentré chez lui, mais c'était une histoire de vengeance en mode pourquoi tu laisses la meuf Mara au départ dans ma forêt alors que tu sais que la police pourrait me faire des soucis. Donc lui, il a pris ça comme une insulte. Bref, c'est un gros problème d'ego de mec. Et il décide donc de se venger en essayant de tuer Mara par tous les moyens, parce que ça sera sa prochaine victime. Du coup, Cole, il fait tout ce qu'il peut pour la protéger, et il veut pas la laisser toute seule concrètement. Ça y est, maintenant elle habite chez lui, il travaille dans son studio, parce qu'il a un studio privatisé, bien sûr, comme je l'ai dit, il est blindé. Et voilà, voilou. Ça, c'était globalement le tome 1. Donc, mon avis sur le tome 1, c'est que c'était une incroyable lecture. Sur beaucoup de trucs, j'étais choquée parce que j'avais jamais lu une romance aussi crue en émotion. Mais en vrai, la surprise m'a agréablement plu. Parce que en fait, j'aime bien les personnages qui sont fidèles à eux-mêmes parce qu'on sait que le mode de je suis un méchant, mais à la fin du bouquin, je change pour la femme de ma vie, c'est pas vrai. Par exemple, dans Le Serpent et la Mule, que j'ai adoré, d'ailleurs, c'était la seule chose que je reprochais à Marina ML. Je trouvais pas ça crédible que Pedro abandonne tout et que Camila ne finisse pas par accepter qui il est parce que ça se voit qu'ils étaient tellement amoureux que ça aurait été la suite naturelle. Là, non. Là, Cole assume parfaitement que c'est un psychopathe. Mara assume parfaitement son côté sombre à un moment. Et il file le parfait amour. C'est un couple idéal, limite, parce qu'ils se complètent sur tous les aspects. Vous voyez les serpents de la couverture, les deux vipères, genre la vipère blanche et la vipère noire. C'est ça. Cole étant la vipère noire, Mara étant la vipère blanche. Parce qu'elle a un côté obscur, mais à cause du manque d'argent, du manque de reconnaissance, de tout ce qu'elle a vécu avec sa mère et son beau-père, Mara, elle s'est jamais vraiment révélée. Et Cole, il révèle cet aspect sombre et noir de son âme que personne n'avait su détecter en Mara, même pas elle-même. Elle avait peur de ce côté-là, mais lui, au lieu de lui reprocher ça, au lieu de lui dire non, il va venir exacerber ce côté d'elle et l'aimer pour ce qu'elle est au lieu de ce qu'elle pourrait être. Et il fait tout ce qu'il peut pour qu'elle comprenne bien qu'elle est importante à ses yeux. Bref, sur certains aspects, c'est un bon book boyfriend. Bon, c'est un psychopathe, mais ça reste un bon book boyfriend et ça reste une super dark romance. Je me suis éclatée avec ce livre. J'ai grave kiffé ma lecture et je ne peux que vous le recommander. Ce livre est incroyable. Rien à dire d'autre. Lisez-le, c'est une dark romance originale. Le côté de découverte en plus du fait que tu lis, tu découvres avec eux les œuvres de Marat, tu t'apprends un peu sur le milieu artistique et franchement pépite. Elle a coché toutes les cases qui font une dark romance incroyable. Perso, je vais lire d'autres livres d'elle, ça c'est sûr. Je ne peux que vous le recommander. Alors, en ce qui concerne mes citations préférées, j'ai Il n'y a qu'un seul Dieu dans mon monde. J'ai toujours été seule dans l'univers. Et maintenant voilà qu'a surgi une étincelle. Cette étincelle m'intéresse. Je veux la tenir entre mes mains, la manipuler. Mara a un pouvoir distinct du mien. Je veux voir si je peux le dompter.
ou l'absorber. Et je réalise qu'elle est au-delà de tout ce que j'aurais pu rêver, plus revancharde que je ne l'espérais, plus stratégique, plus efficace, plus fracassée. Elle est un puzzle que j'en finis pas d'assembler. Voilà. En gros, c'était mon avis sur There Are No Saints. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui le font. J'ai grave kiffé cette dark romance. J'espère qu'elle vous plaira autant que moi. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!